En particulier, si vous avez une inéquation avec du degré 3 ou 4, il va vous falloir chercher des solutions évidentes, donc des racines évidentes du polynôme, c'est-à-dire des racines qui sont soit -2, soit -1, soit 0, soit 1, soit 2. Donc, vous allez avoir besoin du tableau de Horner, éventuellement résoudre un trinôme, et à la fin, un tableau destiné. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur, Oui, j'ai juste une question, je n'étais pas là au début du cours. Le DS, ça sera sous forme comme le DS passé, quoi. oui. La différence, c'est qu'il n'y aura pas de QCM cette fois. Ce sera que des questions de calcul. Mais en fait, essentiellement, ça ressemble vraiment à ce que vous avez dans les tests en ligne, hein. C'est-à-dire, on vous demande juste la réponse. Ok, merci. Il y aura juste une question qui ne sera pas exactement comme ça, une question où on vous demandera de poser le calcul. En fait, ce sera pour le calcul d'une division euclidienne de polynôme. Ok, On vous demande de le poser explicitement et de faire tout le calcul. C'est tout. ok, merci. Monsieur, Oui, je comprends pas au début pourquoi le x n'appartient pas à -5 et 5 de l'intervalle. au tout début, Oui, j'étais pas là au début. en fait, euh, donc la première chose qu'on fait, c'est se demander quand est-ce que l'inéquation a du sens, c'est-à-dire quels sont les x pour lesquels on peut vraiment se demander si ln de x2 moins 25 plus ln de x moins 3 est supérieur ou égal à ln de 48. Ce qui se passe, c'est que si x n'est pas strictement plus grand que... c'est que 5. J'ai mis -5, mais c'est 5. Excusez-moi, hein. C'est donc c'est 5 plus l'infini. J'avais mis un moins ici, c'est pas bon, hein. Il faut que ce soit plus grand que 3. Donc ça peut pas être juste entre -5 et 3. Et il faut que ce soit pas entre -5 et 5. Donc c'est forcément strictement plus grand que 5. L'idée, c'est que, par exemple, ln de x moins 3, ça n'a de sens que si x est strictement plus grand que 3. Hein, si vous avez x égale 2, ln de x moins 3, c'est ln de moins 1. Ça n'existe pas, ln de moins 1. Donc, en fait, l'équation, elle a vraiment du sens seulement si x est strictement plus grand que 3. Hein, on doit avoir x moins 3 strictement positif. Et de la même manière, pour pouvoir calculer ln de x2 moins 25, vous devez avoir x2 moins 25 strictement positif. Ces deux conditions, quand vous les mettez ensemble, donc x2 moins 25 est strictement positif, ça veut dire que x2 est strictement plus grand que 25, qui est 5 au carré. Et donc, en fait, x2, donc x, en fait, il doit être soit plus petit que moins 5, soit plus grand que 5. Hein, ça, c'est x strictement plus petit que moins 5. On ne voit rien. Ça, c'est x strictement plus petit que moins 5 ou x strictement plus grand que 5. Ça, c'est x strictement plus grand que 3. Et quand vous mettez les deux ensemble, vous avez en fait x strictement plus grand que 5. OK? Ça va pour tout le monde?
Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai une question, monsieur. Oui. Est-ce que on va avoir par exemple la question 5 du test de fin de semaine 2 avec pour trouver les cas? Non. Ok. Et aussi du mal à résoudre la question 3 du test de fin de semaine 4. On doit mettre le polynôme sous la forme A1, tout ça. Ah oui. Alors, on va faire un exemple de ça aussi. On va la voir ça au test? Oui. Ok. Euh, donc, par exemple, vous avez si vous avez quelque chose comme ça, donc les polynômes en plusieurs variables, ils sont exactement de degré 2 en toutes les variables, c'est-à-dire si toutes les variables sont égales, vous avez en fait juste un multiple de x2. Je vais l'écrire. Remarque, si, non, on a q de x, c'est x2 plus 5x2 plus 3x2 moins 4x, plus 6x, moins 7x. Ça fait en fait 9 et 6, 15, moins 11, 4x2. Vous voyez le fait que quand on remplace, si on avait toutes les variables égales, on aurait simplement un multiple de la variable au carré. Ça se dit Q de x, y, z est homogène de degré 2. Et en fait, donc l'an prochain, vous appellerez ça Q est une forme quadratique. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en fait, vous allez voir que on se sert de cette forme générale plusieurs fois parce qu'en fait, à chaque étape du calcul, on se retrouve avec quelque chose au carré plus une forme quadratique en fait. Donc au départ, on a juste une forme quadratique et la première chose qu'on va faire en fait, c'est isoler la variable x, hein, l'inconnu x, on va l'isoler dans un carré. En fait, isoler dans un carré, c'est exactement ce qu'on fait quand on prend la forme canonique pour un trinôme. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre ce polynôme en 3 variables et faire comme si en fait c'était un polynôme en une seule variable, c'est-à-dire un trinôme. Hein, si vous aviez grand Y et grand Z qui sont des nombres réels, ben, dans ce cas-là, en fait, vous avez juste un trinôme ici en X. Donc, on va faire comme si, dans un premier temps, comme si grand Y et grand Z étaient des nombres réels, et on va calculer la forme canonique en X. Donc, on a Q de X, Y, Z. Donc, on peut l'écrire comme X2 plus un certain multiple de X. Alors ici, ça va être moins 4Y plus 6Z fois X. Hein, je prends les termes où il y a du X ici.
Et le reste, il n'y a pas de x. Donc, ça va être 5y2 plus 3z2 moins 7yz. Et donc, je vais mettre sous forme canonique par rapport à x, c'est-à-dire je vais faire comme si ces deux termes-là, où il y a du x, étaient en fait le début d'un carré. Alors, quel carré? Ben, ce sera donc, je vais prendre du vert foncé. Donc, ce serait en fait x. Donc, il faut que je divise par 2 le coefficient de x ici. Donc, ce serait x moins 2y plus 3z au carré. Hein, si je développe ce carré-là, j'obtiens x2 moins 4xy plus 6xz plus, ben, en fait, moins 2y plus 3z au carré. Donc là, en fait, ça me donne une nouvelle écriture pour q de x, y, z. Q de x, y, z, en fait, c'est égal à x moins 2y plus 3z au carré moins le carré de moins 2y plus 3z plus ben, le reste des termes qui n'avaient pas de x. Donc, il me reste plus 5y2 plus 3z2 moins 7yz. Donc, vous voyez, ce qu'on a là, c'est qu'on on a rassemblé tous les termes avec du x dans un carré et tous les termes sans x sont à part. Et les termes sans x, vous voyez, en fait, c'est de nouveau quelque chose qui est homogène de degré 2. C'est-à-dire que si je prends z égale y, je vais avoir rien d'autre qu'un multiple de y2. Monsieur, Oui. excusez-moi, ouais, au niveau de l'avant-dernière ligne, vous avez fait comment pour trouver le moins 2y? Le moins 2y plus 3z, Oui, ben, en fait, donc une façon de le faire, c'est de se rappeler des formules de alpha et bêta pour la mise sous forme canonique. d'accord. Une autre façon, c'est de se dire que euh, en fait, le modèle dans toute cette histoire, c'est euh, c'est x moins alpha au carré égale x2 moins 2 alpha x plus alpha 2. Donc, l'idée, en fait, c'est d'identifier ce que j'ai écrit, donc ce que j'ai encadré ici avec le vert. Ça, je dis que c'est en fait x2 moins 2 alpha x. Si j'identifie ces deux termes à x2 moins 2 alpha x, ça veut dire qu'en fait, alpha, ça doit être ben, moins ça sur 2. Donc, ça va être 2y moins 3z. C'est pour ça que ça, en fait, c'est juste x moins alpha. Vous voyez, le x moins 2y plus 3z, c'est juste x moins alpha au carré. Si vous revenez donc, aux formules qui vous donnent la forme canonique, vous avez, je vais prendre le violet, ici, en fait, vous avez a égale 1, vous avez b, je vais l'écrire là-bas, vous avez a égale 1, b égale moins 4y moins 4y plus 6z, et c, c'est le 5y2
plus 3Z2 moins 7YZ. Avec ces formules-là, vous obtenez alpha, ça va être, donc vous vous rappelez, la formule c'est moins B sur 2A. Donc comme A c'est 1, en fait c'est juste moins B sur 2. Et donc vous divisez B par 2 et vous prenez l'opposé. Ça vous fait bien 2Y plus 3Z. Hein, donc on retrouve le fait que alpha est égal à 2Y, pardon, c'est moins 3Z. On retrouve le fait que alpha est égal à 2Y moins 3Z en utilisant la formule du cours pour la mise sous forme canonique. Pour le bêta, en fait, dans ce cas-là, on aurait... alors, ouais, peut-être je vais faire le calcul du bêta tout de suite et vous verrez qu'en fait, ça revient au calcul que j'avais fait précédemment. Donc, bêta, vous vous rappelez, c'est moins delta sur 4A. Alors, delta, en fait, c'est B carré moins 4AC. Donc, avec les valeurs de B, de A, B et C qu'on a là, ça nous fait moins 4Y plus 6Z au carré, moins 4 fois 1 fois 5Y2 plus 3Z2 moins 7YZ. Ça vous fait en fait... alors, j'ai 16Y2 plus 48YZ plus 36Z2 moins, alors là, je vais avoir 20Y2 plus 12Z2 moins 28YZ. Donc au final, ça me fait moins 4Y2 des YZ, j'en ai 48 plus 28, ça fait 76. Et des Z2, j'en ai 36 moins 12. Donc, bêta, c'est moins tout ça divisé par 4 fois A. A étant égal à 1, ça va faire en fait moins tout ça divisé par 4, c'est-à-dire c'est Y2 plus, alors 76 divisé par 4, ça fait 19. Il y a un moins ici. Et moins 6Z2. Alors, on peut vérifier que c'est effectivement ce qu'on aurait obtenu en développant ce calcul qui était en noir, là. Q de x, y, z, c'est x moins alpha, donc moins 2y plus 3z au carré. Et au niveau des y2, en fait, j'aurais eu donc j'ai moins 4y2 moins 12yz plus 9z2 plus 5y2 plus 3z2 moins 7yz. Et ça me fait donc des y2, j'en ai 5 moins 4, donc ça me fait bien 1. Des z2, j'en ai 3 moins 9, donc ça me fait moins 6z2. Et des yz, j'en ai moins 7 moins 9. Ah, là, il y a une erreur. Alors,
76. C'est 60 plus 16. Si, c'est pourtant bien 19. Donc c'est peut-être le 76 qui est faux. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Attendez, c'est au niveau des YZ. Non, c'est moi qui me suis trompé, pardon. Là, j'ai bien plus 12 YZ, moins 7 YZ. Non, il y a une erreur de signe du coup. Je devrais avoir moins 19. Alors, moins. Flûte. Il y a une erreur de calcul quelque part, mais je ne la trouve pas tout de suite. Alors. C'est bon. C'est bon. Ici. Donc c'est 5. 3. C'est là. Donc ici j'avais mis un plus. C'est pas un plus, hein, c'est un moins. Donc, désolé. J'avais mis un plus. Hop, c'est une erreur de signe. C'est donc moins 4y fois 6z fois 2, ça fait moins 48. Donc, moins 48 plus 28. Ici, ça fait moins 20 YZ. Et donc, quand je divise par 5, ça me fait moins 5 YZ. Et c'est bien ce que je trouve ici. Donc, moins 5 YZ. Puisqu'en fait, j'ai plus 12, moins 7. Alors, désolé pour le temps de réflexion, hein, mais vous voyez que c'est quand même assez facile de faire des erreurs de calcul quand on manipule des grosses expressions comme ça. Moi, mon expérience, c'est qu'on fait plus facilement des erreurs de calcul quand on essaye d'utiliser les formules, donc alpha et bêta en fonction de A, B et C. En fait, c'est plus facile de faire des erreurs de calcul en appliquant une formule qu'en faisant un calcul pas à pas où on vérifie à chaque étape que les éléments qu'on a à une étape donnée proviennent bien des éléments qu'on avait à l'étape juste avant. Hein, quand on fait vraiment un calcul étape par étape, on a moins de chances de se tromper parce qu'en fait, on peut vérifier à chaque étape qu'on n'a pas fait d'erreur. Vous voyez là, donc le calcul que j'ai fait en noir, il était juste dès le départ, alors que le calcul que j'ai fait en violet, en fait, il y avait une erreur de signe et en fait, il m'a fallu du temps pour la trouver.
parce que j'avais pas trop de moyens de, euh, de, de remonter mes calculs, si vous voulez. Enfin, il y a des moments en fait où il y a juste une application de formule qui fait que, ben, en fait, on fait comme un saut dans le calcul. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire des erreurs. Donc, après tout ce travail, Excusez-moi, oui, je vois pas trop d'où il vient le calcul 4y moins 12yz plus 9z au carré. 4y2, alors, vous voulez dire ça? Oui. Ça, c'est ce carré-là, là. Je vous le refais en violet, en mauve. Ça, c'est ça. Ah oui, ok. Voilà. Donc, en fait, ça, du point de vue de alpha, en fait, ça, c'est juste moins alpha 2. Hein, une autre façon d'écrire la formule qui est en rouge ici, c'est de dire que x2 moins 2 alpha est égal à x moins alpha au carré moins alpha au carré. C'est vraiment ça qui est là. Hein. C'est-à-dire que le x2 plus quelque chose fois x, je l'ai identifié à x2 moins 2 alpha x. Et donc, je l'ai identifié à x moins alpha au carré moins alpha 2. Une fois que je sais ce que c'est alpha, ben en fait, ça devient assez simple. Je vais avoir mon x moins alpha au carré qui sera en fait la concentration de x dans un carré. Et tout le reste, il n'y a plus que du y et du z. Et donc, en particulier, j'ai un moins alpha 2 ici. Et le reste, il n'y avait déjà pas de x. Donc, une fois que j'ai rassemblé tous les termes sans x, comme j'ai fait là, bah, il me reste donc une nouvelle forme quadratique, hein, donc un nouveau polynôme de degré 2, mais seulement en deux variables cette fois. Il n'y a plus de x, hein, il n'y a plus que y et z. Et en fait, je vais refaire le calcul. Je vais faire un calcul similaire pour en fait isoler maintenant le y dans un carré aussi. C'est-à-dire, je vais mettre sous forme canonique ce polynôme qui est de degré 2 en deux variables. Donc, je peux faire ce calcul à part. Hein. Je vais dire ça, là, je vais l'appeler R de Y et Z. En fait, je vais dire c'est X moins 2Y plus 3Z au carré plus R de YZ. Or, R de YZ, bah, R de YZ, donc c'est ce Y2 moins 6Z2 moins 5YZ. Je peux l'exprimer aussi comme le carré de quelque chose où il y a du Y, plus autre chose où il n'y a pas de Y. Donc en fait, ça va être Y moins 5 sur 2 Z au carré, moins 5 sur 2 Z au carré. Hein, donc c'est toujours le même procédé. Je dis que cette partie-là, non, attendez, je vais réécrire. Excusez-moi, je vais effacer ça, je vais le réécrire juste en dessous. Mais je vais faire une étape où j'écris vraiment mon trinôme en Y. C'est Y2 moins 5YZ moins 6Z2. Hein, et là, ce que je fais, c'est que je dis que ça, c'est Y moins alpha au carré moins alpha 2. Ou plutôt, je dis que c'est Y2 moins 2 alpha Y. Et à l'étape suivante, j'ai donc Y
moins 5 demi Z au carré moins 5 demi Z au carré moins 6Z2, où cette fois, ça, c'est Y moins alpha au carré moins alpha 2. Vous voyez qu'ici, le alpha, si je prenais les formules, dans ce cas-là, j'ai A qui est 1, j'ai B qui est moins 5, et j'ai C qui est moins 6Z2. Pardon, c'est moins 5Z, le B. Ça me donne alpha égale donc moins B sur 2A. Ça me fait 5 demi Z moins B sur 2A. Ça fait 5 sur 2 Z. Et delta, c'est donc B carré moins 4AC. Ça fait moins 5Z au carré moins 4 fois 1 fois moins 6Z carré. C'est-à-dire, en fait, j'ai 25Z2 plus 24Z2, ce qui fait 49Z2. Donc, en fait, ça me donne un bêta qui est égal à moins delta sur 4A, ce qui fait moins 49 sur 4 fois Z2. Hein, et c'est bien la même chose que je retrouve ici, puisque une fois que j'ai isolé Y dans un carré ici, des Z2, je vais en avoir ici moins 25 sur 4, moins 6Z2, c'est 24 sur 4. C'est-à-dire, en fait, au final, j'ai moins 49 sur 4 Z2. Alors là, donc j'ai isolé Y dans un carré et il me reste plus qu'un polynôme qui sera toujours de degré 2 homogène et seulement avec une seule variable maintenant. Donc autrement dit, j'ai plus qu'un multiple de Z2 et maintenant je peux donc remettre tout ça ensemble et dire que Q de x, y, z, c'est, donc j'avais dit, c'était x moins 2y plus 3z au carré, plus r de yz, et le r de yz, je viens de trouver une expression comme y moins 5 demi z au carré, moins 49 sur 4 z au carré. Vous voyez que la forme générale de ça, c'est celle qui est demandée dans l'exercice, c'est-à-dire en fait c'est A1 fois L1 de x, y, z au carré, plus A2 fois L2 de y, z au carré, plus A3 fois L3 de z au carré, où en fait, L1, L2 et L3, c'est juste des polynômes de degré 1. Hein, ici, vous avez A1 qui est égal à 1, L1 de x, y, z, c'est x moins 2y plus 3z. A2, il est aussi égal à 1. Et L2 de yz, c'est donc y moins 5 sur 2z. Et A3, il est égal à moins 49 sur 4. Et L3 de z, c'est juste z. Vous
Donc, vous voyez, L1, L2, L3, c'est ce qu'on appelle des formes linéaires. En fait, c'est des polynômes de degré 1 en plusieurs variables. Et de degré 1 homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constante, hein, il n'y a que des... en fait, c'est juste des sommes de multiples des variables. C'est ce qu'on appelle des combinaisons linéaires des inconnus, hein. Donc, on a un multiple de x plus un multiple de y plus un multiple de z, ou alors un multiple de y plus un multiple de z, ou juste un multiple de z. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme réduite de Gauss. Mais ça, c'est pas important pour cette année. Ce qui est important, c'est juste d'être capable de mettre sous forme canonique, même quand, en fait, les constantes sont, en fait, des polynômes en d'autres variables. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a commencé par mettre sous forme canonique un polynôme en x, en faisant comme si les autres variables étaient des constantes, c'est-à-dire, en fait, on a un polynôme qui est dont les coefficients en fait sont des polynômes en y et z. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on a donc isolé le x dans un carré, hein, ici x moins 2y plus 3z au carré, et tout le reste de l'expression ne contient plus de x. Et comme tout ce reste de l'expression, donc je l'avais appelé R de yz, c'est aussi un polynôme de degré 2 homogène en y et z, je peux recommencer, c'est-à-dire je peux maintenant isoler y dans un carré, c'est-à-dire que je le mets sous forme canonique en faisant comme si z était une constante. Donc je regarde mon R de yz comme un polynôme en y, donc un trinôme, je le mets sous forme canonique, et du coup j'obtiens un carré avec y plus un bêta où il n'y a pas de y, hein, donc juste du z2. Et finalement, quand je mets tout ça ensemble, j'obtiens cette combinaison de carrés. Donc, c'est un multiple d'un carré avec x, y et z, plus un multiple d'un carré avec que y et z, plus un multiple d'un carré avec que du z. Des questions là-dessus? Monsieur, Oui, j'ai pas de question là-dessus, mais c'est sur une autre partie du cours. oui. Le test de compréhension de la semaine 8 sur la limite et les nombres d'or, est-ce que ça viendra au devoir? Non, il n'y aura pas de limite au devoir, pas du tout. D'accord. Mais je comprends pas quand même le nombre d'or, il est la limite. Euh, alors, donc dans cet exercice, vous avez UN plus 1 qui est égal à 1 plus 1 sur UN, avec U0 qui est égal à 1. En fait, il y a plusieurs façons de voir que la limite, c'est le nombre d'or. La façon générale, si vous voulez, c'est de dire que en fait, on a UN plus 1 égale F de UN, avec F, la fonction qui a X associe 1 plus 1 sur X. En fait, si vous avez UN plus 1 égale F de UN, si vous faites tendre n vers plus l'infini, si UN a une limite, donc supposons que UN tend vers L, quand n tend vers plus l'infini, alors comme f est continu, en fait elle est continue sur R plus étoile, on a f de UN qui tend vers f de L.
Donc, en fait, on va avoir un plus 1 égale f de un. Qui, à la limite, un plus 1, il va tendre vers L, et f de un va tendre vers f de L. Donc, en fait, L doit être solution de f de L égale L. C'est-à-dire ici, vous devez avoir L, vous devez avoir 1 plus 1 sur L égale L. Et ça, en fait, c'est équivalent, si vous multipliez par L des deux côtés, c'est équivalent à L plus 1 égale L2. Et ça, c'est l'équation caractéristique du nombre d'or. Hein. C'est-à-dire, en fait, vous avez L2 moins L moins 1 égale 0. Et ça, c'est équivalent à L est égal soit au nombre d'or, soit à 1 moins racine de 5 sur 2. Donc, celui-là, c'est phi. Et celui-là, c'est moins 1 sur phi. Et ensuite, il suffit de montrer qu'effectivement, un plus 1 va tendre vers phi. Donc ça, je vais pas le faire ici. Vous pouvez vous inspirer du TD de cette semaine pour faire la démonstration. C'est assez facile. Une autre façon de le faire, c'est comme j'ai mis dans la correction du test de compréhension, c'est de dire en fait un, c'est rien d'autre que c'est fn plus 2 sur fn plus 1. Où fn, c'est la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, elle y est dans le cours. Et si vous êtes venu en cours, vous avez vu que en amphi, j'avais démontré que en fait, f de n plus 1 sur fn, ça tend vers le nombre d'or. Hein, ça se démontre en explicitant le fait que fn, c'est en fait une combinaison linéaire de puissance de phi et de puissance de moins 1 sur phi. Et je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, hein, mais c'est quelque chose d'assez classique en fait. Je voudrais répondre avant de terminer à une question qui a été posée dans le chat. C'est un exemple de division euclidienne. Donc, je vais refaire une division euclidienne bien en détail. Donc, poser la division euclidienne. Alors, je vais prendre par exemple x6 plus 3x plus 5 par x3, donc je vais prendre x4 moins 7. Alors, donc je pose la division, hein, je fais comme si c'était des nombres, ou presque. Je m'intéresse au terme dominant ici pour savoir quel va être le terme suivant dans le quotient. Donc si je divise x6 par x4, en fait je trouve x2. Et donc quand je multiplie x4 moins 7 par x2, je vais trouver le polynôme qu'il faut que je soustrais ici, c'est-à-dire x6 moins 7x2. Et ça me donne moins 7x2 plus 3x plus 5. Bon, là, c'est terminé, en fait, puisque mon reste, il est de degré 2, qui est strictement plus petit que 4.
Et donc, en fait, je suis arrivé à la fin. Je vais faire un exemple un peu moins trivial tout de suite. Celui-là était un petit peu trop simple. On obtient x6 plus 3x plus 5 égale x2 fois x4 moins 7 plus moins 7x2 plus 3x plus 5. Donc, c'est ça la division euclidienne. Monsieur, Oui, pourquoi moins 7? Le signe, ça me tue oui, c'est pas. un plus. Oui, excusez-moi, c'est une erreur de calcul. C'est moins moins. Donc ça, c'est l'erreur de signe courante. Hein. J'ai oublié que moins fois moins, ça faisait plus. Voilà. Excusez-moi. Donc, je vais faire un autre exemple pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs étapes. Donc, si je pars de x4 plus 3x moins 1 et je divise par x2 plus 2. Donc, de nouveau, j'ai ici x4, ici x2. Donc là, je vais avoir x2. Donc, je soustrais x2 plus 2 fois x2, c'est-à-dire x4 plus 2x2. Ici, je vais avoir moins 2x2 plus 3x moins 1. Et là, je vais, donc, comme il me reste quelque chose qui est de degré 2 et mon quotient, mon diviseur est de degré 2. Donc, en fait, je vais ici avoir besoin de mettre moins 2. Donc, vous voyez, je divise le moins 2x2 par x2 et ça me donne en fait moins 2. Et moins 2, si je soustrais maintenant moins 2 fois x2 plus 2, c'est-à-dire je soustrais moins 2x2 moins 4, je vais obtenir un reste qui sera de degré 1. J'ai 3x, donc les x2 disparaissent, j'ai 3x moins 1 plus 4. Voilà le reste. Donc x4 plus 3x moins 1, c'est en fait x2 moins 2 fois x2 plus 2 plus 3x plus 3. Est-ce que ça va, ça? Oui. Alors, tout ce que j'ai écrit là ce matin, je vais le mettre en ligne. Hein, comme ça, vous pourrez le consulter tranquillement. Et donc, ça peut vous servir pour préparer le DS. Ok, moi, monsieur, j'ai une dernière question, parce qu'en fait, je Oui. comprends pas comment on résout le test de compréhension, la question 2, où c'est quel nombre entier est égal à, entre parenthèses, 7 puissance 8, logarithme de 17, avec 3 à l'intérieur. Ça, je comprends pas du tout comment on trouve. Alors, vous pouvez me dicter le... Ouais, c'est quel nombre entier est égal à, entre Oui, parenthèses, 7 puissance 8, logarithme de 17, entre parenthèses, 3, tout ça en puissance encore. oui. Après, il y a la parenthèse fermée et encore puissance de logarithme 7 et entre parenthèses 17. C'est tout comme ça? Ouais, logarithme de 7 puissance 17. Alors, en fait, il s'agit de revenir aux définitions et d'utiliser le fait que si je prends a à la puissance b à la puissance c, en fait, c'est la même chose que a à la puissance bc. Hein, une fois que vous avez ça, vous avez que ce que vous êtes en train de regarder là, c'est 7 à la puissance 8 fois log 17 de 3
fois log 7 de 17. Et en fait, donc les logs, par définition, un log A de X, c'est ln de X sur ln de A. Donc ça vous donne 7 à la puissance 8 fois ln de 3 sur ln de 17 fois ln de 17 sur ln de 7. Donc en fait, vous avez 7 à la puissance 8 fois, donc les ln de 17 s'en vont. Il vous reste 8 fois ln de 3 sur ln de 7. Et ça, vous pouvez le réécrire comme 7. Alors, attendez. 7 fois 8 log 7 de 3. Et une autre façon d'écrire ça, toujours en utilisant la formule qui est là-haut, c'est 7 à la puissance log 7 de 3, le tout à la puissance 8. Or, 7 à la puissance log 7 de 3, par définition, ou plutôt par un résultat du cours, en fait, c'est rien d'autre que 3. Et donc, en fait, vous avez 3 à la puissance 8. Donc, 3 à la puissance 8, c'est donc, c'est 3 à la puissance 2 à la puissance 4. Donc, c'est 3 à la puissance 4 à la puissance 2, plutôt, c'est 81 au carré. Donc, il ne reste plus qu'à calculer ça. De tête, je ne sais pas ce que ça fait. Donc, vous voyez, c'est un jeu d'écriture, hein, essentiellement. Il faut se ramener à la définition de log A de X et savoir utiliser les règles de calcul avec les puissances. Le TD6, j'ai répondu au début, le TD6, il n'y a que l'exercice 3 qu'il faut savoir faire. Et en fait, l'essentiel à savoir faire, je l'ai redétaillé dans le premier exercice que j'ai résolu ici. Donc tout ça, je le mettrai en ligne sur la page Moodle. Hein, vous aurez ces exercices détaillés. Et vous aurez aussi un corrigé en ligne du TD6. Il y a juste l'exercice 3 à savoir faire. Et essentiellement, l'exercice que j'ai fait ce matin-là, si vous savez faire ça, normalement, vous devriez vous en tirer facile. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y aura des suites dans le DS? Enfin, tout ce qui est sur les suites, tout ça? Non. D'accord. D'accord, merci. D'autres questions? Bon, mais si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne chance pour mercredi et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Jones and Jesse.